15 destins brisés, un même ennemi invisible. Derrière les sourires, la gloire et les projecteurs, ces acteurs ont mené leur ultime combat contre un mal silencieux, le cancer du foie. Leurs histoires révèlent la fragilité cachée derrière la légende, un voyage émouvant au cœur de leur dernier acte. Numéro 1. Gérard Philipe. En novembre 1959, la France entière s'est figée. L'acteur préféré du public, le prince du théâtre national populaire, venait de s'éteindre à seulement 37 ans. Quelques semaines auparavant, il était encore sur scène, plein d'énergie, préparant de nouveaux projets avec cette ardeur qui le caractérisait. Personne ne pouvait imaginer que derrière son sourire éclatant, un mal silencieux avançait déjà dans l'ombre. Tout commença par une simple fatigue, de légères douleurs dans le ventre, qu'il attribua au rythme effréné de sa vie d'artiste. Entre les tournages, les répétitions et les festivals, Gérard ne s'arrêtait jamais. Les médecins, prudents, lui conseillèrent de se reposer, mais le comédien refusa de ralentir. Il se savait aimé du public, porté par une exigence artistique rare. La douleur finit pourtant par s'intensifier. Les examens révélèrent alors un cancer du foie. Brutal, foudroyant, l'annonce fut un choc. Gérard, discret par nature, choisit de se taire. Il ne voulait pas que son entourage le voie dépérir. Les semaines qui suivirent furent empreintes d'un étrange mélange de sérénité et de chagrin. À Ramatuelle, dans sa maison du Sud, il trouva refuge auprès de sa femme Anne et de leurs enfants. Le vent marin passait par les volets, les cigales chantaient, et parfois, on l'entendait réciter quelques vers de Molière ou de Musset. Il souriait encore, malgré la douleur, comme s'il voulait rassurer les siens. Il parlait peu de la maladie, préférant évoquer des souvenirs de tournées, des lectures, des projets jamais réalisés. Le 25 novembre, à l'aube, il s'endormit pour ne plus se réveiller. La nouvelle se propagea à une vitesse fulgurante. Dans les rues de Paris, on pleurait celui qui incarnait la jeunesse, la beauté et la noblesse du théâtre français. Les journaux annoncèrent la fin d'une ère. Devant le théâtre national populaire, des centaines de personnes déposèrent des fleurs, en silence. Jean Vilar, son ami et metteur en scène, déclara que le théâtre venait de perdre sa lumière. Aujourd'hui encore, plus de 60 ans après sa disparition, Gérard Philipe reste une légende. Son regard clair, sa voix douce, son élégance naturelle hantent encore les écrans. Il est devenu l'image même de la jeunesse éternelle, de la grâce et du talent pur. Son dernier combat, discret mais d'une force incroyable, a gravé pour toujours son nom dans la mémoire du cinéma français. Numéro 2, Jean-Claude Brialy. En mai 2007, le monde du cinéma français apprit avec stupeur la disparition de l'un de ses visages les plus aimés. Depuis plusieurs mois, l'acteur luttait en silence contre un cancer du foie qu'il avait choisi de cacher au public. Sa pudeur et son élégance naturelle l'empêchaient d'en parler. Il continuait à recevoir, à plaisanter, à sourire, comme si rien n'avait changé. Pourtant, derrière ce masque de gaieté, la maladie gagnait du terrain. Tout avait commencé un an plus tôt. Une fatigue inhabituelle, quelques douleurs vagues, des rendez-vous médicaux qu'il reportait toujours. Jean-Claude Brialy refusait de se laisser définir par la maladie. Il se disait simplement fatigué, trop sollicité. Il avait toujours vécu intensément, entouré d'amis, de comédiens, d'artistes. Sa maison de Monthyon, près de Meaux, restait ouverte à tous, comme un refuge de chaleur et de conversation sans fin. Les dîners s'y prolongeaient tard dans la nuit, et Brialy, même affaibli, continuait à jouer les hôtes avec un charme inépuisable. Au printemps 2007, son état s'aggrava brutalement. Ses proches comprirent que la fin approchait, mais il refusa tout pathos. Il demanda simplement qu'on continue à rire autour de lui, qu'on ne parle pas de tristesse. Ses amis les plus proches, comme Line Renaud et Pierre Arditi, vinrent lui dire au revoir. On raconte qu'il plaisantait encore, avec cette ironie tendre qui le caractérisait. Il disait que la vie devait se quitter avec panache, comme un dernier rôle à jouer. Le 30 mai, à Paris, il s'éteignit paisiblement. La nouvelle bouleversa le pays. Les plateaux de télévision lui rendirent hommage, les journaux publièrent des photos de son sourire lumineux. Il avait traversé plus de 50 ans de cinéma, de théâtre et de télévision, toujours fidèle à lui-même, toujours bienveillant. On se souvenait de son élégance, de sa voix douce, de cette façon unique de rendre chaque rôle vivant. Son enterrement à Monthyon réunit des centaines de personnalités. Les habitants du village, qui l'aimaient tant, déposèrent des fleurs simples sur sa tombe. Jean-Claude Brialy laisse l'image d'un homme libre, cultivé, profondément humain. Il n'a jamais cherché la gloire, mais la beauté du partage, la joie d'être ensemble.
Sa disparition rappela à tous la fragilité de la vie, même chez ceux qui semblent faits de lumière. Dans la mémoire collective, il reste ce visage tendre du cinéma français, un ami, un poète du quotidien, et un homme qui, jusqu'au bout, sut transformer la douleur en élégance. Si vous avez connu un film, un sourire ou une réplique de Jean-Claude Brialy qui vous a marqué, dites-le en commentaire. Votre souvenir gardera sa lumière vivante. Numéro 3, Nicole Croisille. En juin 2025, les médias français annoncèrent la disparition d'une voix et d'un visage qui avait accompagné plusieurs générations. Derrière la chanteuse adorée du grand public, se cachait aussi une actrice talentueuse, sensible et passionnée. Depuis plusieurs mois, elle menait un combat discret contre un cancer du foie. Elle n'en parlait jamais, préférant continuer à travailler, à chanter, à sourire. Pour elle, la scène restait une raison de vivre, un espace où la douleur semblait s'effacer. Les premiers signes étaient apparus bien avant les révélations publiques. Une fatigue inhabituelle, des douleurs diffuses, des examens médicaux qui se multipliaient. Nicole, femme pudique et déterminée, refusait la plainte. Elle avait toujours fait preuve d'une énergie contagieuse. Sur scène, sa voix claire et puissante semblait ignorer le temps. Même affaiblie, elle montait encore sur les plateaux télévisés, échangeant avec humour et élégance. Son entourage savait pourtant que son état se dégradait lentement. Au printemps 2025, elle se retira dans sa maison, entourée de ses proches. Elle y recevait quelques amis, lisait des poèmes, écoutait les chansons qu'elle aimait depuis toujours. La maladie progressait, mais elle restait fidèle à son image. Digne, souriante, lumineuse. Ceux qui l'ont vue dans ces dernières semaines racontent qu'elle parlait souvent du public, de cette relation unique qu'elle entretenait avec lui. Elle disait que chanter, c'était aimer. Le 4 juin, au petit matin, elle quitta ce monde dans la plus grande sérénité. La nouvelle émut la France entière. Des milliers de messages affluèrent, évoquant une artiste de cœur, une femme forte, une présence réconfortante. Les radios diffusèrent ses plus belles chansons. À la télévision, on rediffusa les extraits de films où elle avait joué, rappelant que derrière la chanteuse se cachait une comédienne subtile, capable de transmettre une émotion rare. Sa disparition marqua la fin d'une époque, celle des grandes voix qui savaient à la fois chanter et raconter. Nicole Croisille laissait derrière elle un héritage immense, des mélodies inoubliables, des rôles touchants et une leçon de courage. Sa vie entière fut un hymne à la passion, à la persévérance et à l'amour du public. Son dernier combat, mené dans la discrétion et la douceur, révéla une force intérieure que peu soupçonnaient. Même face à la maladie, elle resta fidèle à elle-même, lumineuse, libre et profondément humaine. Numéro 4, Pierre Clémenti. En décembre 1999, le cinéma d'auteur perdit l'un de ses visages les plus fascinants. L'acteur, connu pour son regard fiévreux et sa silhouette insaisissable, s'éteignit à Paris après un long combat contre un cancer du foie. Depuis plusieurs années, il se faisait rare, préférant l'ombre à la lumière, comme s'il pressentait que le temps lui était compté. Tout avait commencé discrètement. Une lassitude étrange, une perte d'appétit, quelques douleurs que Pierre minimisait toujours. Il ne parlait pas de maladie, il parlait de fatigue, de silence, de cette solitude qu'il cultivait entre deux projets. L'homme, rebelle et poétique, avait connu une vie d'excès et de liberté. Il avait tourné avec les plus grands, de Luis Buñuel à Bernardo Bertolucci, sans jamais appartenir à aucun système. Il vivait en marge, fidèle à ses idéaux, refusant les compromis. Cette intensité de vie laissait des traces, mais il ne regrettait rien. Au fil des mois, la douleur devint plus présente. Ses amis remarquaient son visage amaigri, son regard toujours aussi brûlant mais plus lointain. Pierre refusait l'hôpital, préférant la compagnie des siens, de son fils Balthazar, de quelques amis fidèles. Il parlait de cinéma, de poésie, de politique, comme si l'esprit pouvait encore triompher du corps. Il continuait à écrire, à peindre, à rêver d'un dernier film qu'il n'aurait pas le temps de tourner. À la fin de l'année 1999, il s'installa chez lui, dans un petit appartement parisien, où régnait une lumière douce. Il écoutait de la musique, feuilletait des livres d'art, recevait à peine. Son fils racontera plus tard la sérénité étrange qui entourait ses derniers jours. Pierre souriait encore, parfois, lorsqu'on évoquait le passé. Il disait que le cinéma n'était qu'un miroir et que l'important, c'était de ne jamais trahir son regard. Le 27 décembre, il ferma les yeux pour la dernière fois. La nouvelle passa presque inaperçue auprès du grand public, mais dans les cercles du cinéma d'art, ce fut une onde de choc.
On saluait la disparition d'un esprit libre, d'un acteur rare, d'un homme qui avait incarné la beauté tragique de son époque. Ses films furent rediffusés, ses écrits publiés. Aujourd'hui encore, Pierre Clémenti reste une figure à part, un artiste inclassable dont la vie, comme sa fin, évoque la pureté des êtres qui n'ont jamais cessé de brûler. Numéro 5, Daniel Secaldi. En mars 2003, la France perdit l'un de ses acteurs les plus familiers. Il s'était éteint à Paris, après avoir courageusement affronté un cancer du foie dont il parlait à peine. L'annonce bouleversa le monde du théâtre et du cinéma, car Daniel Secaldi faisait partie de ces visages que l'on croyait éternels. Sa voix, son sourire et son élégance naturelle avaient accompagné plusieurs générations de spectateurs. Les premiers signes apparurent au tournant du siècle. Une fatigue persistante, un teint pâle, des douleurs qu'il attribuait à l'âge. Daniel avait alors dépassé les 70 ans, mais continuait de travailler avec la même passion. Il venait encore sur les plateaux, plaisantait avec l'équipe, répétait ses répliques avec la rigueur d'un artisan. Il refusait de se laisser définir par la maladie. Pour lui, la scène était un refuge, un lieu où la vie reprenait le dessus. Ses proches racontent qu'il faisait preuve d'un calme impressionnant. Même lorsque les traitements le fatiguaient, il continuait à écrire, à lire, à recevoir quelques amis. Il aimait parler de ses débuts, de ses rencontres avec Claude Sautet, François Truffaut ou Yves Robert. Son appartement parisien était rempli de souvenirs de tournage, de photos dédicacées, de scripts annotés. Il disait souvent que le métier d'acteur n'était pas un privilège mais un service rendu au public. Au début de l'année 2003, son état s'aggrava. Il savait que le temps se raccourcissait, mais il garda son humour. Lorsqu'un journaliste lui demanda s'il regrettait quelque chose, il répondit simplement qu'il aurait aimé jouer encore une fois un rôle d'amoureux. Cette réponse fit sourire ceux qui le connaissaient, car Daniel Secaldi avait toujours incarné des personnages chaleureux, cultivés, parfois tendres, parfois ironiques, mais toujours profondément humains. Le 26 mars, il s'endormit paisiblement. La nouvelle se répandit dans la presse le lendemain. Les hommages affluèrent de toutes parts. Les chaînes de télévision rediffusèrent ses plus beaux films. On redécouvrit son talent discret, son sens du rythme, son élégance française. Dans les théâtres, on parla longtemps de sa générosité, de sa capacité à écouter les autres comédiens. Aujourd'hui encore, le nom de Daniel Secaldi évoque la douceur, la bienveillance et le professionnalisme. Il ne cherchait jamais la gloire, seulement la justesse. Sa disparition laissa un vide silencieux dans le cinéma français, mais son souvenir reste vivant dans le cœur de ceux qui l'ont vu jouer, rire et aimer son art jusqu'au dernier souffle. Numéro 6, Carlos. En janvier 2008, la France perdit l'un de ses artistes les plus populaires, ce visage jovial et cette voix reconnaissable entre toutes. L'homme de bonne humeur, toujours vêtu de chemises colorées et de larges sourires, s'était éteint à Paris à l'âge de 64 ans, des suites d'un cancer du foie qu'il avait affronté dans la discrétion. Pour beaucoup, la nouvelle fut un choc. Carlos représentait la joie de vivre, la légèreté et l'humour bon enfant des années 70 et 80. Depuis plusieurs mois, il se savait malade. Il avait consulté après des douleurs persistantes et un épuisement qu'il mettait d'abord sur le compte du travail. Même affaibli, il continuait à animer des émissions, à participer à des galas, à enregistrer des chansons. Il refusait d'inquiéter son entourage, préférant plaisanter de son état avec son humour légendaire. Ses amis racontent qu'il faisait encore des blagues à l'hôpital, transformant chaque visite en un moment de rire. Carlos n'était plus qu'un chanteur populaire. Il avait été acteur, chroniqueur, animateur de télévision et de radio. Partout où il allait, il semait la bonne humeur. Sa philosophie de vie était simple, faire sourire les gens, coûte que coûte. Mais derrière la gaieté, il restait un homme sensible, très attaché à sa famille et à ses racines. Dans les dernières semaines, il se rapprocha de ceux qu'il aimait, passant du temps à parler de souvenirs d'enfance, de voyages, de musique. Le 10 à 7 janvier, à l'aube, il s'éteignit paisiblement. La France entière sembla soudain perdre un ami. Les journaux titrèrent sur la disparition du chanteur du bonheur et les stations de radio diffusèrent en boucle ses plus grands succès, Big Bisou, Papayou, Seigneur Météo. Ces chansons simples et joyeuses prenaient une teinte nostalgique. Des générations entières se souvenaient des étés passés à danser sur ces refrains. Ces obsèques eurent lieu dans l'intimité, entouré de ses proches et de quelques artistes. Sur son cercueil, on déposa une fleur colorée, symbole de la gaieté qu'il avait offerte au public pendant toute sa vie. Aujourd'hui encore, son rire reste dans la mémoire collective. Carlos incarne cette idée que la joie peut être un art à part entière,
une manière de résister aux ombres. Même dans la maladie, il conserva ce sourire contagieux comme une ultime leçon de vie, celle d'un homme qui, jusqu'à la fin, préféra faire rire plutôt que de se plaindre. Si une chanson de Carlos a marqué votre enfance ou votre cœur, partagez votre souvenir en commentaire pour prolonger sa lumière. Numéro 7. Pierre Doris. En octobre 2009, la France apprit la disparition d'un humoriste et comédien qui, pendant plus d'un demi-siècle, avait fait rire le pays avec son humour tendre et un brin désabusé. Derrière ses lunettes rondes et son ton faussement blasé, se cachait un homme d'une immense sensibilité. Depuis plusieurs mois, il luttait discrètement contre un cancer du foie. Il n'en parlait qu'à quelques proches, préférant continuer à écrire, à plaisanter, à se souvenir des bons moments passés sur scène. Tout avait commencé par une fatigue étrange. Pierre Doris croyait simplement vieillir, lui qui avait déjà dépassé les 80 ans. Il plaisantait souvent sur le temps qui passe, disant que la vieillesse était un sketch qu'il fallait savoir jouer. Mais la fatigue persistait, les douleurs s'intensifiaient, et les examens révélèrent un mal plus grave qu'il ne l'imaginait. Les médecins lui conseillèrent le repos. Il répondit qu'il n'avait jamais su se reposer, qu'il préférait continuer à faire rire. Durant les mois qui suivirent, il resta fidèle à lui-même. À la maison, il recevait quelques amis comédiens venus lui tenir compagnie. Il parlait de leurs débuts, des cabarets enfumés, des tournées improvisées. Pierre racontait des anecdotes, riait de ses propres blagues, comme pour conjurer la peur. Ses proches racontent qu'il gardait jusqu'au bout cette ironie douce, ce regard lucide sur la vie. Il disait que la comédie, c'était une façon de ne pas pleurer. En octobre, il sentit ses forces décliner. Il demanda simplement qu'on ouvre les fenêtres pour laisser entrer la lumière. Il aimait regarder le ciel, écouter les bruits de la rue, sentir la vie continuer autour de lui. Le 20 octobre, au matin, il s'éteignit paisiblement. L'annonce de sa disparition toucha profondément le monde du spectacle. Des artistes de toute génération lui rendirent hommage, rappelant qu'il avait ouvert la voie à un humour à la fois populaire et intelligent. Pierre Doris n'avait jamais cherché la gloire. Il disait que le rire valait plus que les récompenses. Son humour, parfois caustique, restait toujours bienveillant. Il aimait observer les gens, leurs gestes, leurs contradictions, et en faire des histoires. Sa voix reste aujourd'hui celle d'un conteur, d'un homme qui savait transformer la mélancolie en sourire. Sa disparition marqua la fin d'une époque, celle d'un humour simple et vrai, né sur les petites scènes où les artistes parlaient directement au cœur du public. Numéro 8. Philippe Avron. En juillet 2010, le théâtre français perdit l'un de ses plus grands artisans. L'acteur, connu pour sa voix douce et son regard malicieux, s'éteignit à 78 ans des suites d'un cancer du foie. La nouvelle passa presque inaperçue auprès du grand public, mais dans le monde du théâtre, elle provoqua une profonde émotion. Philippe Avron appartenait à cette génération d'artistes qui vivaient la scène comme une mission, un acte de foi. Depuis plusieurs mois, il se savait malade. Les douleurs étaient là, tenaces, mais il refusait de s'y soumettre. Il continuait à écrire, à répéter, à jouer. Pour lui, le théâtre n'était pas un métier, mais un souffle, une manière d'exister. Il aimait les mots, les silences, le contact direct avec le public. Il croyait que chaque représentation était une rencontre unique, un partage d'âme. Même affaibli, il montait encore sur scène, porté par cette énergie intérieure qui ne le quittait jamais. Au printemps 2010, il sentit pourtant que la lutte devenait plus difficile. Ses amis remarquèrent son visage amaigri, ses gestes plus lents. Il gardait le sourire, plaisantait encore, citait des vers de Shakespeare ou de Molière. Il disait que le comédien ne meurt jamais vraiment, qu'il laisse toujours une part de lui dans la mémoire de ceux qui l'ont vu. Dans sa maison de La Rochelle, il recevait quelques proches. Il parlait souvent du théâtre, de son amour pour le public, de ses débuts avec Jean Vilar. Les derniers jours furent empreints d'une paix étrange. Il écoutait de la musique, lisait des poèmes, s'endormait souvent au milieu d'un livre. Il ne voulait pas de drame, seulement de la douceur. Le 31 juillet, à l'aube, il s'éteignit calmement, entouré des siens. La nouvelle de sa disparition fit l'objet d'hommages sincères dans la presse culturelle. Les critiques saluèrent un acteur d'une rare humanité, un homme qui avait toujours préféré la vérité du jeu à la recherche de la célébrité. Philippe Avron avait consacré sa vie au théâtre, mais aussi à la réflexion sur la condition humaine. Ses spectacles mêlaient humour, philosophie et tendresse. Il croyait que l'art devait élever sans jamais exclure. Son départ laissa un vide immense, mais son œuvre continue d'inspirer les jeunes comédiens.
Dans le souvenir de ceux qui l'ont connu, il reste cet homme de lumière, humble, passionné et profondément vivant. Numéro 9. Lynn Chardonnay. En décembre 1980, le cinéma français perdit l'un de ses visages les plus prometteurs. L'actrice, âgée de seulement 37 ans, s'éteignit à l'hôpital Saint-Antoine à Paris des suites d'un cancer du foie. Sa disparition soudaine bouleversa ses proches et laissa une empreinte mélancolique dans le cœur des cinéphiles. Elle incarnait la grâce, la légèreté et cette beauté fragile typique des héroïnes des années 70. Tout avait commencé quelques mois auparavant, par une fatigue inhabituelle qu'elle attribuait à un tournage trop intense. Elle venait d'enchaîner plusieurs films et projets de théâtre. Elle disait qu'elle avait simplement besoin de repos. Les médecins, après plusieurs examens, découvrirent la vérité qu'elle préféra garder secrète. Lynn Chardonnay ne voulait pas être plainte. Elle refusait que la maladie prenne le dessus sur sa carrière et sur son image. Elle continua à se présenter au studio, à sourire aux journalistes, à parler de nouveaux rôles avec l'enthousiasme qui la caractérisait. Ses proches évoquent une femme d'une incroyable pudeur. Elle n'aimait pas se confier, elle préférait écouter les autres. Son appartement parisien était un refuge pour ses amis acteurs, qui y trouvaient toujours un peu de chaleur et de tendresse. Elle adorait la musique, les fleurs et les conversations à la lumière du soir. Même affaiblie, elle restait rayonnante. Son sourire ne trahissait rien de la douleur qu'elle portait. À l'automne 1980, son état s'aggrava. Elle dut interrompre ses projets, incapable de continuer à tourner. Les dernières semaines furent silencieuses. Elle se replia auprès de sa famille, loin des caméras. Ceux qui l'ont vue à cette époque parlent d'une femme sereine, presque apaisée, qui gardait une élégance naturelle jusque dans la fragilité. Elle disait que le cinéma lui avait tout donné, qu'elle en gardait une gratitude immense. Le 2 décembre, à l'aube, elle s'éteignit doucement. L'annonce de sa disparition fit l'effet d'un choc. Les journaux écrivirent que la vie venait de faucher l'un de ses plus beaux visages. Ses partenaires de jeu, émus, racontèrent son professionnalisme et sa douceur. Le public découvrit alors la part cachée de cette actrice discrète mais profondément aimée. Lynn Chardonnay fut l'incarnation d'une époque, celle du cinéma français tendre et sincère. Sa carrière fut brève mais marquante. Sa disparition rappela à tous combien la lumière peut être fragile, mais aussi combien une présence authentique peut marquer pour toujours ceux qui l'ont croisée. Numéro 10, Suzanne Cloutier. En avril 2003, le monde du théâtre et du cinéma perdit une actrice d'une rare délicatesse. Née au Canada mais profondément attachée à la culture francophone, Suzanne Cloutier avait marqué les années 50 par son jeu raffiné et sa beauté singulière. Elle s'éteignit à Montréal à l'âge de 81 ans, des suites d'un cancer du foie. Sa disparition passa presque inaperçue, mais pour ceux qui connaissaient son œuvre, elle symbolisait la fin d'une génération d'actrices au charme discret et à la présence lumineuse. La maladie s'était déclarée plusieurs mois plus tôt. Elle ressentait une fatigue constante et des douleurs qu'elle minimisait, pensant qu'il s'agissait simplement du poids des années. Les examens révélèrent un diagnostic sévère. Suzanne l'accueillit avec sérénité. Elle avait traversé la vie avec élégance et savait que le temps lui appartenait encore, même dans la fragilité. Elle continua à lire, à écrire et à échanger avec ses amis du monde artistique. Son appartement, rempli de souvenirs de tournage, de lettres et de photos anciennes, restait un lieu de douceur et de mémoire. Elle évoquait souvent ses années aux côtés d'Orson Welles, qu'il avait dirigé dans son adaptation d'Othello, où elle incarnait Desdémone. Ce rôle avait marqué sa carrière et révélé son immense sensibilité. Elle parlait aussi de ses débuts à la Comédie Française, de ses rencontres avec des metteurs en scène passionnés, de ses voyages à Paris et à Rome. Malgré la maladie, elle gardait cette curiosité qui ne l'avait jamais quittée. Chaque jour, elle écoutait de la musique classique et regardait par la fenêtre la lumière changer sur les toits de la ville. Au début du printemps, sa santé déclina rapidement. Ses proches restèrent à ses côtés, entourant ses derniers jours de silence et d'affection. Elle ne se plaignait pas, elle souriait encore, évoquant des souvenirs d'enfance au bord du fleuve Saint-Laurent. Elle disait que la vie lui avait offert plus de beauté qu'elle n'aurait pu espérer. Le 10 avril, à l'aube, elle s'éteignit paisiblement. Les journaux francophones lui rendirent hommage, rappelant son parcours singulier, sa grâce et son talent. On souligna la profondeur de son regard et la douceur de sa voix, deux marques indélébiles de son art. Suzanne Cloutier laissa l'image d'une femme libre, cultivée et discrète, fidèle à l'idée que le vrai talent ne cherche jamais la lumière, il la porte simplement en soi. Si une œuvre ou un rôle de Suzanne Cloutier vous a marqué, partagez votre souvenir en commentaire pour lui rendre hommage. Numéro 11,
Alec Guinness. En août 2000, le monde entier apprit la disparition de celui que le public français connaissait autant pour ses rôles dans le cinéma britannique classique que pour son interprétation mythique d'Obi-Wan Kenobi. À 86 ans, l'acteur s'éteignit à l'hôpital King Edward VII de Midhurst, des suites d'un cancer du foie diagnostiqué quelques mois plus tôt. En France, la nouvelle bouleversa les amateurs de cinéma qui voyaient en lui l'incarnation même de l'élégance britannique. Tout avait commencé au début de l'année 2000. Alec Guinness ressentait une grande fatigue et des douleurs diffuses qu'il attribuait à son âge. L'homme restait actif, se promenait chaque matin dans son jardin du Sussex et passait du temps avec son épouse Merula, avec laquelle il partageait plus de 60 années de vie. Les médecins découvrirent la maladie au printemps. L'acteur, lucide et serein, décida de vivre ses derniers mois sans drame, dans le calme et la dignité. Il s'éloigna progressivement de la vie publique. Il lisait beaucoup, écoutait de la musique classique, écrivait des lettres à ses amis de longue date. Sa maison, nichée dans la campagne anglaise, devint un havre de paix. Les visiteurs racontent un homme paisible, d'une politesse extrême, qui parlait plus volontiers de littérature et de foi que de cinéma. Il évoquait parfois ses souvenirs de tournage avec David Lean, de ses rôles dans Laurence d'Arabie, Le pont de la rivière Kwai ou Dr Zhivago. Il disait que la gloire n'avait jamais été son moteur, que seule la vérité du jeu comptait. Au cœur de l'été, sa santé déclina rapidement. Il acceptait cette épreuve avec une philosophie tranquille, convaincu que la vie lui avait offert bien plus qu'il n'aurait osé espérer. Ses derniers jours furent empreints de douceur. Merula restait à son chevet, tenant sa main, lui lisant des passages de ses auteurs préférés. Le 5 août, à la tombée de la nuit, il s'éteignit calmement. Les hommages affluèrent du monde entier. En France, les chaînes de télévision diffusèrent ses plus grands films. Les critiques saluèrent un comédien d'une justesse rare, capable d'incarner la noblesse, la retenue, mais aussi l'ironie. Son art reposait sur la simplicité et la sincérité. Alec Guinness laissa une empreinte indélébile dans la mémoire du cinéma mondial. Sa disparition rappela que le véritable talent ne s'impose pas par le bruit, mais par la lumière tranquille d'une présence inoubliable. Numéro 12. Raymond Burr. En septembre 1993, les téléspectateurs français apprirent la disparition de l'inoubliable interprète de Perry Mason et d'Ironside, deux séries devenues cultes dans le monde entier. L'acteur s'éteignit à son domicile de Sonoma, en Californie, des suites d'un cancer du foie. Il avait 66 ans. En France, où ces séries étaient diffusées depuis les années 60, il faisait partie de ces visages familiers que le public croyait immortels. Les premiers signes de la maladie apparurent au début des années 90. Raymond Burr ressentait une fatigue persistante, mais il continuait à tourner, refusant d'abandonner son rôle dans les téléfilms dérivés de Perry Mason. Il disait que le travail était son meilleur remède. Toujours souriant sur les plateaux, il dissimulait la douleur avec une maîtrise qui forçait l'admiration de ses collègues. Derrière la caméra, il parlait peu de lui-même, préférant encourager les jeunes acteurs ou raconter des anecdotes de tournage. Durant les derniers mois, son état se fragilisa. Il décida de se retirer dans sa propriété entourée de vignes et de fleurs, qu'il cultivait avec passion. Loin du tumulte d'Hollywood, il menait une vie paisible avec son compagnon Robert Benevide, partageant son temps entre la lecture, les promenades et les repas simples pris en plein air. Ceux qui lui rendaient visite évoquent un homme calme, généreux, doté d'un humour discret. Il refusait les visites médicales répétées, préférant savourer chaque journée comme un cadeau. À la fin de l'été, il comprit que le combat touchait à sa fin. Il prit le temps de revoir ses amis proches, de leur parler longuement, de remercier ceux qui avaient partagé son parcours. Il ne voulait pas de tristesse autour de lui. Il disait que la vie devait se quitter avec la même élégance que sur un plateau, dans la lumière, sans bruit. Le 12 septembre, au lever du jour, il s'éteignit paisiblement dans sa maison, entouré des siens. La nouvelle fit l'effet d'un choc dans le monde du spectacle. Les chaînes françaises rediffusèrent immédiatement ces séries. Des générations de téléspectateurs redécouvrirent ce regard à la fois autoritaire et bienveillant, cette voix grave et rassurante. Raymond Burr laissa l'image d'un acteur complet, profondément humain, capable de transformer un rôle de fiction en symbole d'intégrité et de justice. Sa carrière, marquée par la constance et la dignité, demeure un modèle pour tous ceux qui voient dans le jeu d'acteur une vocation plutôt qu'un métier. Numéro 13, Alan Bates. En décembre 2003, l'Angleterre et la France perdirent l'un de leurs acteurs les plus respectés.
L'homme qui avait illuminé les écrans depuis les années 60 s'éteignit à Londres, à l'âge de 69 ans, des suites d'un cancer du foie. En France, où il était admiré pour son intensité et sa sensibilité, la nouvelle fut accueillie avec une profonde tristesse. Son visage expressif et sa voix chaude avaient marqué toute une génération de cinéphiles. Les premiers symptômes apparurent plusieurs années plus tôt. Alan Bates se plaignait de douleurs récurrentes, mais il continua de tourner, animé par une passion intacte pour son métier. Il avait toujours considéré la scène et le cinéma comme une raison d'exister. Il refusait l'idée même de repos. Ses amis racontent qu'il arrivait sur les plateaux avec une énergie étonnante, même lorsqu'il était affaibli. Il répétait qu'un acteur devait rester fidèle à son public jusqu'au bout. Au printemps 2003, la maladie s'aggrava. Il se retira dans sa maison du Sussex, entouré de ses fils et de quelques proches. Il parlait peu de sa santé, préférant évoquer ses souvenirs de tournage, ses rencontres avec les grands réalisateurs britanniques et ses débuts au Royal Court Theatre. Il avait gardé une humilité rare malgré les récompenses et la reconnaissance internationale. Il disait souvent que la gloire n'était qu'une illusion et que seul comptait le travail bien fait. Ces derniers mois furent marqués par une grande sérénité. Il lisait beaucoup, notamment Shakespeare, qu'il citait de mémoire avec cette diction parfaite qui avait fait sa renommée. Il recevait ses amis avec douceur, partageait un thé, écoutait de la musique classique. On raconte qu'il parlait encore de projets de théâtre, comme si l'avenir lui appartenait encore. Le 27 décembre, au petit matin, il s'endormit pour ne plus se réveiller. La nouvelle de sa disparition émut profondément le monde du spectacle. Les hommages affluèrent d'Angleterre, de France, d'Amérique. On salua un comédien d'une élégance rare, un homme d'esprit et de cœur. Sa filmographie, riche et variée, témoigne de sa capacité à tout jouer, du drame à la comédie, avec une intensité toujours sincère. Alan Bates laisse le souvenir d'un artiste complet, à la fois passionné et pudique, dont le regard portait toujours une part de mystère. Sa disparition rappela que le vrai talent se mesure moins à la gloire qu'à la trace silencieuse qu'il laisse dans la mémoire des spectateurs. Numéro 14, Ken Ogata. En octobre 2008, le Japon et le monde du cinéma perdirent un acteur d'une intensité rare. Ken Ogata s'éteignit à Tokyo à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer du foie. En France, son nom évoquait immédiatement Mishima, film culte de Paul Schrader, et les chefs-d'œuvre d'Imamura. Il appartenait à cette génération d'acteurs capables d'incarner la force et la fragilité dans un même regard. Depuis plusieurs mois, il se battait en silence. Les douleurs étaient là, mais il continuait à tourner, à répéter, à prêter sa voix à des projets de narration. Il avait accepté la maladie comme une épreuve, sans jamais se plaindre. Ses collègues racontent qu'il arrivait sur le plateau avec un calme impressionnant, concentré, presque méditatif. Sa discipline, forgée par des années de théâtre et d'arts martiaux, lui donnait une résistance que beaucoup admiraient. Au printemps 2008, il tourna encore un film. Son visage, un peu amaigri, gardait cette puissance tranquille qui fascinait les réalisateurs. Il ne parlait jamais de sa santé, préférant évoquer la beauté du travail collectif. Il répétait que le cinéma n'appartenait à personne, qu'il était une œuvre commune. Sa famille, très proche de lui, respecta son silence et son désir de discrétion. Il voulait que son départ ne soit pas un drame, mais une simple étape du voyage. À la fin de l'été, il se retira dans sa maison de Tokyo. Il passait de longues heures à lire, à écouter de la musique traditionnelle japonaise, à contempler le jardin. Il disait que la nature lui rappelait la simplicité des choses. Ses proches racontent qu'il conservait son humour et cette sérénité qui le caractérisait. Le 5 octobre, au petit matin, il s'éteignit calmement, entouré des siens. Les journaux japonais saluèrent un géant du cinéma. En France, la Cinémathèque et plusieurs festivals lui rendirent hommage. Les critiques rappelèrent la précision de son jeu, son regard habité, sa capacité à donner de la noblesse aux personnages les plus tourmentés. Ken Ogata avait cette présence rare qui transformait chaque scène en émotion pure. Sa disparition laissa un vide immense dans le cinéma asiatique, mais son héritage demeure. Son interprétation de Yukio Mishima, son rôle dans l'Anguille ou dans la ballade de Narayama continuent de bouleverser les spectateurs. Ken Ogata restera dans les mémoires comme un acteur de vérité, un homme de silence et de profondeur qui vécut son art avec la même dignité que sa vie. Numéro 15, Ronald Lacey. En mai 1991, le cinéma britannique perdit un second rôle devenu légendaire. L'acteur, connu dans le monde entier pour son rôle du sinistre agent O dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, s'éteignit à Londres à l'âge de 55 ans,
des suites d'un cancer du foie. Sa disparition mit fin à une carrière aussi singulière qu'intense, marquée par un mélange rare de fantaisie et de profondeur. Les premiers signes de la maladie apparurent alors qu'il tournait encore pour la télévision. Ronald Lacey, fidèle à son humour pince sans rire, en parlait peu. Il préférait plaisanter avec l'équipe, racontant des anecdotes de tournage. Il avait toujours eu ce don de transformer les moments les plus sombres en éclats de rire. Même affaibli, il continuait à jouer, animé par la même passion qui l'avait poussé à monter sur scène dès l'adolescence. Son visage, singulier, presque lunaire, en avait fait un acteur inoubliable. Les réalisateurs voyaient en lui une présence magnétique. Derrière les rôles de méchants ou de personnages excentriques, il cachait un homme d'une grande douceur, timide et cultivé. Ses collègues racontent qu'il lisait beaucoup, qu'il aimait parler de peinture et d'histoire. Il disait que pour jouer un personnage sombre, il fallait d'abord comprendre sa tristesse. Au début du printemps 1991, son état s'aggrava. Il choisit de rester chez lui, dans le silence d'un petit appartement londonien, entouré de livres, de photos et de souvenirs de tournage. Il passait du temps à revoir ses films, à écouter de la musique, à écrire quelques lettres à ses amis. Ceux qui l'ont visité disent qu'il gardait cette lueur dans le regard, cette curiosité intacte pour la vie. Il parlait du cinéma comme d'un refuge, un lieu où l'on pouvait tout dire sans blesser personne. Le 15 mai, au petit matin, il s'éteignit paisiblement. La nouvelle se répandit d'abord dans les cercles du théâtre avant d'émouvoir les fans de cinéma du monde entier. En France, les cinéphiles saluèrent un comédien inoubliable, capable d'imprimer sa présence même dans les seconds rôles. Aujourd'hui encore, chaque apparition de Ronald Lacey à l'écran rappelle la force d'un acteur habité, capable de faire exister un personnage en quelques gestes. Son regard étrange et son jeu précis continuent de fasciner. Sa disparition laissa un vide, mais son art survit à travers chaque scène où il a laissé une part de lui-même. Merci d'avoir suivi cette histoire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits, prenez soin de vous et à très bientôt.